Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul Reiner qui a été tout au long de sa carrière gynécologue et médecin accoucheur en milieu hospitalier. Il va nous partager aujourd'hui ses connaissances sur l'autodéclenchement avec Océane pour le micro des gynécos. Bonjour Dr Reiner, on est ravis de vous recevoir à nouveau sur notre chaîne podcast Le micro des gynécos. Aujourd'hui, on souhaitait parler de l'autodéclenchement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème qui vous est cher ? Quand on parle de déclenchement, d'autodéclenchement, les gens souvent nous regardent avec un air un petit peu bizarre en pensant, là encore, que normalement tout ça, ça ne dépend pas du tout de la femme, elle n'est pas du tout dans le coup, c'est le bébé qui décide, ce sont les hormones, etc. Alors, c'est vrai que le déterminisme de l'accouchement, c'est un élément qui est très important puisque c'est ce qu'on m'avait confié comme enseignement à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour le département de maïeutique. C'est quelque chose qui est en fait très mal connu, enfin qui reste très mal connu. Parce que la période du terme est caractérisée par l'assemblage des facteurs qui peuvent tous être impliqués dans le démarrage du travail. Le problème, c'est que ça reste très flou, mais on lui reconnaît quand même un caractère multifactoriel. On n'a pas trouvé l'hormone qui déclenche. Et d'ailleurs, quand on fait des déclenchements médicamenteux, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne possède pas tout. Le problème, c'est que des études ont été faites, elles concernent des domaines isolés, hormonaux, oestrogènes, ocytocine, prostaglandine, adrénaline. Le problème est que leur intervention, pour la plupart, est plus significative au cours du travail, mais pas obligatoirement dans son initiation. Donc, voilà, le problème, c'est que dans des circonstances physiologiques, les conditions sont réunies et de plus en plus favorables lorsqu'on se rapproche de la période du terme. Reste à déterminer ce qui déclenche la répétition et l'évolution des contractions. Donc, en fait, l'autodéclenchement, c'est un phénomène qu'on peut observer de façon quotidienne, puisque moi, je me suis intéressé à ça tout bêtement et très, très, très simplement par le fait que lorsque j'ai commencé mes études, je voulais voir et faire beaucoup d'accouchements. Et donc, j'ai cherché à savoir à quel moment il était plus opportun de prendre ses gardes. Et j'ai donc fait la répartition des accouchements du service dans lequel j'étais dans la semaine. Et c'est là que j'ai découvert que d'une façon extrêmement constante, eh bien, il y avait deux grands pics. Le minimum absolu, c'était le dimanche. Et puis, il y avait un pic le lundi et un pic le samedi. Donc, en quelque sorte, les femmes qui, ou bien, voulaient éviter le dimanche et accoucher le samedi, et celles qui n'avaient pas réussi le phénomène, en fait, qui s'étaient retenues d'accoucher le dimanche et accouchaient le lundi. Et ce sont des éléments qui m'avaient beaucoup intéressé et heureusement, une dizaine d'années plus tard, quelqu'un a fait une étude sur cette fois-ci 8 millions de naissances dans le monde entier en plus. Moi, je l'avais fait sur 500 et on retrouvait les mêmes éléments. Alors tout ça, bien évidemment, a été complètement perturbé par les déclenchements médicamenteux et c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle à observer. Mais on se rend compte aisément que, bien évidemment, la femme intervient dans le déclenchement de son accouchement, mais qu'elle n'en a pas véritablement conscience. Et pourtant, il est bien évident que on sait très bien qu'il y a des dates qui sont évitées ou des dates choisies en fonction de l'histoire des femmes. Et puis aussi, bêtement, pourquoi fait-on les césariennes au minimum 8 jours avant la date du terme ? Tout simplement parce qu'on sait très bien que si la femme sait qu'on doit la césariser le lendemain, elle se déclenche dans la nuit. Donc voilà, tous ces éléments nous montrent qu'elles ont une activité. Alors, la question reste, qu'est-ce qui déclenche l'accouchement ? Alors, il y a un grand nombre de réponses fournies. Alors, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites. Même moi, j'ai repris le clair de lune, enfin bref, toutes ces idées qui flottent encore dans l'atmosphère et qui déterminent encore une fois une influence extérieure dans ces phénomènes. Personnellement, le seul élément extérieur que j'ai pu trouver, ce sont des variations barométriques. Et j'ai toujours conseillé à tous les accoucheurs d'avoir un baromètre enregistreur pour savoir à quel moment ils seront beaucoup moins libres que les autres jours. Et du coup, c'était quoi la limite du baromètre ?
À la limite du baromètre, c'est pas très compliqué en fait. C'était pas forcément un chiffre, c'était une tendance. D'accord. Donc à chaque fois qu'il y avait une baisse de la pression barométrique, il y avait plus d'accouchements. Ok, super. En ce qui concerne la pleine lune, donc je l'ai fait avec le jour même. Je l'ai fait sur des périodes plus étendues autour et il n'y avait rien de véritablement significatif. Donc finalement, il n'y a pas plus d'accouchements les soirs de pleine lune, contrairement à ce qu'on dit classiquement. Voilà. Alors, le problème, c'est que bien entendu, ça peut être perturbé par le fait que la femme sait que la pleine lune peut déclencher son accouchement et que dans une certaine mesure, elle va amener tous les éléments qui vont permettre ce déclenchement. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant. En fait, la question donc reste, qu'est-ce qui déclenche l'accouchement ? Et ça, c'est quelque chose qui est, là encore, j'ai revu récemment un petit peu les attitudes et de plus en plus, on admet que les activités musculaires sont des éléments importants puisque on part en fait de quelque chose qui existe, qui est la contraction de fin de grossesse et cette contraction qui a des caractéristiques particulières mais qui n'a pas cette capacité de se reproduire régulièrement ou alors sur des périodes extrêmement courtes, eh bien, on peut assez facilement la faire évoluer. Et il est, pour moi, pas exceptionnel qu'un certain nombre de femmes percevant de façon beaucoup plus importante leur contraction de fin de grossesse se disent subitement, mais je suis peut-être en train d'accoucher et que simplement cette prise de conscience va faire qu'elles vont utiliser ou en tout cas modifier un certain nombre de choses dans leur comportement qui va favoriser ensuite cette éclosion. Alors, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont eu cette idée, mais dans le service où j'exerçais, je participais aux préparations à l'accouchement et à un certain moment, eh bien, j'ai fait des propositions d'autodéclenchement à des couples qui suivaient cette préparation. Alors, la base, bien entendu, c'était le volontariat et surtout la motivation, parce que un certain nombre de femmes ont voulu voir si ça marchait. Et quand ça marchait, elles arrêtaient tout. Donc voilà, il fallait véritablement se dire non, je fais ça parce que je vais accoucher. Et en fait, il y a une part prépondérante des sollicitations mécaniques dans le mécanisme évolutif. Il faut comprendre en regardant la forme de l'onde contractile que tout simplement, elle est dictée par le principe du recrutement de 1 vers 2, c'est-à-dire que une cellule musculaire se contracte, contamine 2 autres, qui à leur tour ont contaminé, etc., sur une population qui possède 3 états, détendue mais excitable, contractée, puis réfractaire. Et la forme de la contraction utérine est véritablement une forme mathématique. Donc on sait très bien comment la contraction utérine naît, évolue, et donc dans ces conditions-là, l'excitation mécanique est quelque chose d'extrêmement favorable à une augmentation du recrutement des fibres utérines. Et cette excitation que les sages-femmes connaissent bien, c'est ce qu'on fait de temps en temps en papouillant un petit peu lorsque les contractions s'espacent sur l'abdomen, eh bien, ce sont encore une fois les muscles de la paroi abdominale qui ont cette capacité, tout simplement, au cours de la respiration. À l'inspire, à l'expire, il peut y avoir une excitation de la partie la plus réceptive à cette stimulation. Donc, en fait, la proposition qui avait été faite à ces femmes, c'était de dire, voilà, vous allez vous mettre à l'écoute de vos contractions. Quand vous percevez bien une contraction de fin de grossesse, eh bien, vous allez l'accompagner en inspirant un petit peu plus que nécessaire, c'est-à-dire, en fait, en allant appuyer le diaphragme, enfin, via les intestins, sur le fond utérin, et à l'expire, eh bien, expirer un tout petit peu plus que nécessaire, donc aller un petit peu vers l'expiration forcée, mais très douce, pour, là encore, stimuler la paroi utérine. Et de cette façon, les femmes qui faisaient ce genre de travail, alors qui nécessitait bien évidemment d'être très concentrées sur les perceptions, donc elles utilisaient différentes méthodes de relaxation pour percevoir ça. Eh bien, au bout de 3 à 4 heures de ce travail, il y avait en général génération du début du travail et ensuite elles accouchaient de façon tout à fait classique. Et vous leur proposiez à quel terme ? Eh bien, à terme, justement. À 41 semaines.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, le terme, c'était une période 8 jours avant, 8 jours après. Et donc, dans ces conditions-là, on avait cette possibilité de leur proposer ce travail stimulatif avec, bon, je l'avoue, on n'a pas fait énormément de ce genre de cas parce que c'était le début très médiatisé de la péridurale. Et donc, elles étaient de moins en moins intéressées par le fait d'avoir, elles, une action particulière, puisqu'on leur avait dit qu'on pouvait tout simplifier en faisant une péridurale, parce qu'au départ, elle était un peu présentée comme ça, de façon un petit peu idyllique. Mais disons que sur la quinzaine de cas qui ont accepté et qui ont fait des autodéclenchements, on n'a pas eu d'échec, en tout cas de démarrage, puisque quelques femmes, je crois qu'il y en avait 3, en fait, ont arrêté le phénomène en disant « Ah, mais ça marche !» Et oui, mais peut-être finalement que je préférerais accoucher demain. Donc voilà, et ça m'a aussi appris qu'on pouvait arrêter ces contractions de la même façon. Et là encore, dans les histoires d'accouchement, on peut repérer un certain nombre de phénomènes qui subitement bloquent les activités. Et c'est très intéressant justement de voir toute l'importance, tout le rôle qu'elles ont dans ce travail. Et il est bien évident que là encore, celle qui se sera préparée à l'accouchement en laissant descendre ce bébé, qui souvent est déjà engagé alors que le travail n'a pas commencé, eh bien, va avoir beaucoup plus de facilité à aboutir à l'expulsion sans aucun problème. Et oui, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la péridurale. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la péridurale sur le travail ? Alors justement, ça c'est quelque chose. À une certaine époque, les premières publications sur les péridurales disaient, bah voilà, ça résout tout puisque la femme n'a plus mal, elle ne s'empêche plus d'accoucher, on accouche plus vite grâce à la péridurale. Et puis bon, progressivement, les études se sont multipliées, on a vu tout à fait l'inverse, car il est bien évident que c'est extrêmement complexe et un grand nombre de femmes qui ont subi une péridurale choisissent pour le deuxième accouchement autre chose que la péridurale, parce que elles ont eu l'impression d'être un peu dépossédées de leur accouchement, et surtout le fait qu'elles ne sentaient plus leur contraction. Un certain nombre de femmes disent « mais je ne sens rien, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai une contraction ?» Et en particulier, c'est ce qui se passe au moment de l'expulsion. Et il est bien évident que mécaniquement parlant, il n'y a plus rien. Mais il peut aussi y avoir des stimulations qui n'interviennent pas au bon moment. La stimulation, il faut qu'elle ne soit là que pour stimuler au moment où une contraction survient, puisque ça permet de recruter d'autres cellules musculaires à distance et donc d'avoir beaucoup plus rapidement des contractions efficaces et d'une certaine intensité. Quand on ne perçoit pas, on peut également bouger, etc. Donc avoir des activités stimulantes dans les périodes de repos qui sont à respecter justement. La période de repos, c'est quelque chose qui est très important. Et à partir du moment où on ne perçoit plus la contraction, on a forcément une modification de l'efficacité des contractions utérines. Parfait. Beaucoup de messages du coup qui sont passés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez ajouter ? Pas forcément grand-chose. Je me suis rendu compte que assez récemment, j'ai trouvé des textes qui montraient que malgré tout, il y avait une certaine tendance maintenant à reconnaître cette... par exemple, là, je vous le lis, en conclusion, l'initiation du travail se fait donc en réponse à l'étirement mécanique de l'utérus et à certains signaux du fœtus et du placenta. Ce sont des événements qui pourront alors mener à une meilleure stimulation des muscles de l'utérus. Une fois enclenchés, plus rien ne devrait alors arrêter le travail. Bon, ça, c'est un travail canadien. Mais ils sont allés plus loin puisque lorsqu'un bébé est prêt à naître, bon, alors voilà, ça c'est tout le problème, mais c'est le terme, hein, c'est la notion du terme, la notion qui fait que effectivement, au niveau hormonal, on est dans un état particulier. Eh bien, l'initiation de l'accouchement se fait grâce à l'interaction entre certains facteurs de la mère et du fœtus. On croit même que le génome du bébé contrôle une partie du déclenchement du travail. Hein, donc voilà, on a des notions qui nous éloignent beaucoup, mais en fait, on s'aperçoit que dans le même texte, mais l'activité musculaire, c'est quelque chose qui est primordial et qui est très important. Et on le sait, c'est très mécanique en fait le déroulement de l'accouchement, et plus il y aura une stimulation centrée,
sur les contractions au moment où elles se produisent et ensuite une détente au moment où elles sont en phase réfractaire, plus on aura le plus rapidement des contractions de très grande qualité. Et puis il y a un tas d'autres facteurs qui interviennent, puisque on peut très bien avoir des choses tout à fait étonnantes, des femmes qui font des réalisations, elles-mêmes ne savent pas exactement ce qu'elles ont fait, mais elles sont intervenues. L'exemple d'une femme qui avait fait une préparation donc très très centrée sur les sensations, etc., et qui suivait son accouchement. Et bon, voilà, c'était très bien parce que là, elle pensait qu'elle était à complète. Et puis la sage-femme vient l'examiner, lui dit oh, vous n'êtes pas complète, vous êtes à 4 cm. Et là, la femme a été complètement désarçonnée, perturbée. Pourquoi? Parce que elle pensait être à complète et on lui disait mais attendez, vous avez encore des heures à faire devant vous. Et puis 20 minutes plus tard, elle a rappelé la sage-femme qui est venue un peu en traînant les pieds en disant écoutez, je suis désolé mais là j'ai l'impression que je suis incomplète. La sage-femme l'a examinée et effectivement elle était incomplète. Alors on lui a demandé après mais comment, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez fait ça? Elle a dit je sais pas, c'était l'énergie du désespoir. Elle a mis tout son travail dans les contractions, et dans la contraction. Et c'est vrai que on a de temps en temps un certain nombre d'exemples où il y a des évolutions tout à fait particulières. Et ça m'avait intéressé parce que j'avais vu la seule publication qui était hospitalière des accouchements décrits en 1920 en Allemagne par un accoucheur qui s'appelait Monsieur Boom, qui décrivait des durées de travail absolument exorbitantes, puisque il considérait tout à fait comme normal pour une primipare qu'elle soit pendant 48 heures en travail et une expulsion qui durait 4 heures. La multipare, elle, c'était un petit peu moins, mais c'était totalement ébouriffant. Le problème, c'est que c'était une observation faite en milieu hospitalier et à l'époque, la salle d'accouchement, c'était une salle commune. Il y avait 25 femmes qui étaient là pour accoucher. Ça existait aussi à Paris, à la clinique Tarnier. Et il est bien évident qu'une femme qui arrivait avec des contractions et que l'on mettait dans une salle avec 25 autres femmes qui étaient censées faire la même chose qu'elle, étaient toutes en train de hurler, on comprend justement, encore une fois, que le hurlement, qui est quand même un phénomène qui met en jeu les muscles abdominaux, eh bien, s'il était permanent, ne pouvait qu'éparpiller la progression des contractions utérines, puisque, effectivement, quand on hyperstimule son utérus pendant les périodes réfractaires, il y a quand même un certain nombre de cellules, bien évidemment, qui sont sensibles et qui vont se contracter et donc être en opposition de phase avec celle de la contraction qui se répète régulièrement. Donc voilà, il y a tout un tas de choses qui permettent de vérifier assez régulièrement qu'il y a des influences du comportement maternel, en plus, en moins, etc. Et que c'est un moment où il est nécessaire véritablement qu'elle ait compris qu'elle est plus que partie prenante, c'est elle l'élément principal et qu'il faut absolument qu'elle cherche à bien percevoir le phénomène. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que la péridurale est extrêmement gênante dans ce domaine, mais par ailleurs, il faut lui avoir appris à gérer ce qui est pas forcément décrit comme douloureux, mais en tout cas d'une intensité extraordinaire et qu'un certain nombre de femmes décrivent non plus comme des douleurs, mais comme une puissance énorme. Donc ça, ce sont des éléments qui sont relativement intéressants. D'accord, vraiment très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Dr Renner, pour ce deuxième épisode du podcast du Micro des Gynécos. On était ravis de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.